Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan s'est récemment engagé dans un processus de paix avec l'accord historique signé début octobre 2020, mettant fin à 17 ans de conflit. Les autorités soudanaises de transition réclament désormais la levée des sanctions internationales en vue de garantir l'installation d'une paix durable dans le pays. Le Niger connaîtra ses élections législatives et présidentielles le 27 décembre. Le parti au pouvoir ne sera pas représenté par le président Mahamadou Issoufou, qui a déjà atteint le quota du nombre de mandats autorisés par la Constitution, mais par Mohamed Bazoum. Son programme économique est à suivre dans cette édition. Et le projet Youth Connect Cameroun a soufflé sa première bougie. Un an après son lancement, cette initiative qui vise à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes a connu de grandes avancées, et ce notamment grâce à l'obtention de différents financements. Mais tout d'abord au Libéria, sérieux revers pour le président George Weah aux élections sénatoriales le 8 décembre. La commission électorale a publié le 11 décembre les résultats partiels pour le renouvellement de la moitié du Sénat. Ceci donne un net avantage à l'opposition avec 5 circonscriptions remportées, 2 pour les candidats indépendants et pour l'instant un seul siège pour le parti du chef de l'État George Weah. Notons que ce dernier a également perdu son fief électoral, le comté de Montserrado, qu'il a représenté au Sénat de 2015 à 2018. Le dépouillement de ces élections se poursuit et le reste des résultats est attendu dans les prochains jours. Les résultats du référendum constitutionnel qui proposait notamment de réduire la durée du mandat du chef de l'État et d'autoriser la double nationalité sont attendus pour le 23 décembre. Au Soudan, l'accord de paix signé au début du mois d'octobre 2020 entre le gouvernement et les groupes rebelles offre une lueur d'espoir aux populations de l'ouest et du sud du pays, pays qui traverse une crise économique et qui espère voir tomber prochainement les sanctions internationales prononcées à son encontre depuis 2005. Un sujet de la rédaction. Le processus de paix est en cours dans la région du Darfour, mais les sanctions internationales contre le Soudan restent maintenues malgré l'accord de paix historique de Juba signé en octobre 2020 qui a mis fin à 17 ans de conflit. L'embargo économique a été levé en 2017, cependant 3 sanctions majeures demeurent. L'embargo sur les armes, l'interdiction de voyager et le gel des avoirs à l'encontre de certaines personnalités soudanaises. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer que le régime de sanctions a été établi dans le seul but d'aider à ramener la paix au Darfour. Il ne s'agit pas de punir le Soudan, mais de soutenir la réalisation d'une paix durable. Le comité 1591 réaffirme son engagement de travailler avec le Soudan et toutes les parties prenantes concernées pour en faire une réalité. Ces sanctions se traduisent par certaines restrictions des échanges extérieurs. Or, pour le pouvoir de Khartoum, le rétablissement d'une paix durable au Darfour passe indéniablement par la stabilité économique. Les autorités soudanaises réclament donc la levée de toutes sanctions afin de pouvoir faire face à la crise économique qui sévit dans le pays, ainsi qu'à l'inflation incontrôlée qui a atteint 170% en un an. La situation sur le terrain et l'arrangement mis en place par le gouvernement de transition pour instaurer la paix et la stabilité au Darfour sont de nature à inciter le Conseil à mettre fin aux sanctions. Ces arrangements comprennent, mais sans s'y limiter, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan national de protection des civils et la conclusion de l'accord de paix de Juba. Pour les autorités soudanaises, la levée des sanctions permettrait également au gouvernement de reconstruire les capacités des forces de sécurité pour préserver et renforcer la paix au Darfour et au-delà. Pour rappel, la MINUAD, la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, a annoncé son retrait à la fin de son mandat actuel, soit le 31 décembre 2020. Au Niger, les électeurs se rendront aux urnes le 27 décembre en vue d'élire leurs députés et leur nouveau président de la République. Parmi les 30 candidats en lice, l'actuel président Mahamadou Issoufou
ne participera pas à ce scrutin puisqu'il arrive au terme de son second mandat, comme le stipule la Constitution. Le parti au pouvoir sera représenté par l'actuel ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Son programme économique est à découvrir dans ce reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Face aux opérateurs du secteur privé élargi à ceux du secteur du développement rural, le candidat du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum, promet l'amélioration du cadre économique de l'État. Il a, au cours de la présentation de son programme de gouvernance, rappelé les caractéristiques de l'économie nigérienne, dominée à 60% par le secteur informel et un PIB tributaire du secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Mohamed Bazoum entend de ce fait transformer et industrialiser ce secteur en recourant à une utilisation rationnelle de l'énergie de manière à faire évoluer l'économie vers les secteurs secondaires et tertiaires. Mon programme se propose d'envisager une pression fiscale de l'ordre de 20% au terme du mandat de 5 ans si Dieu devait décider que je sois à la tête de ce pays. C'est un grand défi. Il y a des secteurs qu'il faut sanctuariser, d'où il faut extirper la politique. Il faut être exigeant dans la promotion des cadres et même dans le contexte politique, il y a des choses à ne pas faire et je ne les ferai pas. Et je vais exiger les profils qu'il faut dans les missions que je veux confier aux cadres. Parlant de la création des entreprises, le candidat du PNDS Taraya propose de changer la structure de l'économie de façon raisonnable. Pour ce faire, il entend s'appuyer sur les leviers de la gouvernance sur le plan politique, économique et juridique. Il a annoncé la création de 5000 entreprises par an. Il a promis de faire de l'agriculture un des leviers, un des principaux leviers du développement de notre pays. Nous pensons sérieusement que c'est ça la solution. Nous pensons surtout l'engagement premier qu'il a eu à prendre, c'est la gouvernance. Nous pensons qu'effectivement, si les ressources sont bien gérées et arrivent à nos producteurs, cela peut être une bonne chose pour le secteur. Dénonçant la lourdeur administrative comme facteur défavorable au secteur privé, Bazoum Mohamed entend surmonter le blocage dans la promotion des affaires, avec une tolérance zéro dans la lutte contre la concussion et la corruption des cadres de l'administration, s'il est élu au soir du 27 décembre 2020. Justement, l'actuel président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a reçu la distinction de champion de la zone de libre-échange continentale de l'Union africaine en novembre 2020, a assisté au sommet extraordinaire de l'Union africaine le 5 décembre, organisé par visioconférence. Ce dernier a fait le bilan de la mise en œuvre du processus d'intégration africaine. Il a appelé ses homologues à ratifier le texte de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, avant le 31 décembre 2020 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2021. À ce jour, seuls 34 pays l'ont ratifié sur les 55 États signataires. Rappelons que la ZLECAf est susceptible de transformer le continent africain grâce à son marché potentiel de 1,2 milliard de personnes et un PIB combiné de près de 3 000 milliards de dollars américains. En Tanzanie, la filière noix de cajou s'attend à une contre-performance pour la saison 2020-2021. La récolte anacarde devrait être en dessous des objectifs fixés et connaître une baisse de volume par rapport à l'année dernière. Un coup dur pour le produit intérieur brut agricole, car la filière noix de cajou génère plus de 10% des recettes d'exportation de marchandises du pays. Siamlo Victoria Seji. Le Conseil tanzanien de la noix de cajou a revu à la baisse ses prévisions de production à 222 400 tonnes sur la saison 2020-2021. Un volume en recul de 10 000 tonnes comparé à 2019-2020. Il s'agit également d'un repli de plus de 50 000 tonnes comparativement au stock qui était attendu.
Le conseil a expliqué que cette contre-performance était notamment due à la mauvaise pluviométrie dans la plupart des zones de production. Autre difficulté, la propagation des maladies affectant les arbres dans les plantations. Dans le règne végétal, il y a des maladies aussi. Donc, généralement, la contre-performance peut justement tenir de ce que le traitement verger n'ait pas été assez assidu. Et c'est pour ça que j'ai proposé, par exemple, la distribution des fongicides. Les fongicides permettent de lutter contre les champignons et certaines autres maladies qui peuvent attaquer le verger. Dans la SADC, la Tanzanie fait partie des 5 de producteurs d'anacarde. Et au niveau africain, c'est parmi les top 10. Donc, ce n'est pas à négliger. Il n'est plus question de considérer que c'est un petit secteur. Pour l'heure, près de 160 000 tonnes de noix de cajou ont déjà été produites d'après les données officielles. Toutefois, les difficultés rencontrées par la filière sont assez préoccupantes. L'exécutif tanzanien espère produire 1 million de tonnes de noix de cajou d'ici 2025. Mais cet objectif risque de ne pas être atteint. Allons-y raisonnablement. Quand vous êtes à 100 000 tonnes, vous projetez de doubler simplement. Vous ne pouvez pas projeter de décupler. C'est à mon sens irréaliste. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a fait immédiatement? Développer donc ce que j'ai appelé des réserves foncières spécialement dédiées à la culture de noix de cajou. Ce qui fait que dans tout le pays, ou à tout le moins, dans des zones agro-industrielles dans le pays qui se prêtent donc à la culture de l'anacarde, on pourra valablement dire sur un agenda, enfin sur un horizon de 10 ans, voici l'agenda de développement des mini-structures agricoles de production de noix de cajou. La filière noix de cajou représente pour la Tanzanie plus de 10% des recettes d'exportation. Depuis quelques années, le président tanzanien John Magufuli mène une bataille de prix en faveur des producteurs. En octobre 2018, il avait à cet effet décidé d'une hausse de 94% du prix de la noix de cajou payée aux producteurs. Au Cameroun, la centrale hydroélectrique de Mékine, située dans le sud du pays, va reprendre ses activités dès 2021. Cette infrastructure de 15 MW qui alimente 8 communes est à l'arrêt depuis 1 an maintenant, à cause notamment des difficultés techniques, environnementales et administratives. Le point avec Joël-Marie Ballot. La centrale hydroélectrique de Mékine au sud du Cameroun devrait reprendre ses activités d'ici janvier 2021. Cette infrastructure énergétique d'une capacité de production de 15 MW destinée à alimenter en électricité les 8 communes du département du Dja-et-Lobo est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Cette cessation d'activité est due notamment à une panne de la bobine de point neutre de la centrale et la non-finalisation des contrats commerciaux et juridiques avec les autres acteurs du secteur hydroélectrique. La société du projet Hydromékim a procédé au remplacement de la bobine du point neutre de la centrale et les essais techniques sont en cours pour une mise en service commerciale prévue en janvier 2021. Financée à près de 25 milliards de francs CFA par la Chine, la centrale de Mékine est constituée d'une ligne d'évacuation d'énergie de 110 kV devant acheminer l'énergie produite sur le réseau interconnecté sud. Le barrage de Mékine a un but de produire l'électricité en vue de désenclaver une zone rurale précise. Ce barrage aura une très grande valeur pour relancer non seulement la consommation des ménages, mais aussi l'industrie dans la région visée proche du Dja-et-Lobo. L'infrastructure de transport doit être adéquate pour éviter les pertes en énergie électrique. Rappelons que la remise en activité de cette infrastructure entre dans le cadre des projets défendus par Gaston Elundu Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, lors de la présentation du plan d'action 2021 de son ministère devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et toujours au Cameroun, les projets d'insertion socio-économique pour les jeunes sont en marche. L'initiative Youth Connect Cameroun a célébré le 9 décembre son premier anniversaire à Yaoundé, un anniversaire célébré en présence de son ambassadrice Françoise Pouéné, aussi connue sous le nom de Mami Nyanga. Plus de détails avec Joël-Marie Ballot. L'initiative Youth Connect Cameroun, qui commémore son premier anniversaire, est un projet porté par le gouvernement camerounais destiné à l'encadrement et l'épanouissement des jeunes. Sous la bannière du concept Youth Connect Cameroun, lancé officiellement le 9 décembre 2019, différentes initiatives ont vu le jour, notamment le lancement de la plateforme Youth Connect Cameroun, le WeConnect, les awards aux ambassadeurs et jeunes. Grâce à cette cérémonie, nous avons désormais la plateforme d'interconnexion des jeunes entre eux-mêmes et avec les partenaires. Grâce au don de l'ambassadrice Françoise Pouéné, donc nous pensons que les jeunes ont là tous les outils
qu'il faut pour bénéficier des opportunités sur cette plateforme. Il suffit de se connecter, d'interchanger, de partager les expériences entre eux, mais également avec les partenaires. La mise en place de ce projet s'est faite de manière participative à travers de larges consultations des jeunes, des administrations, du secteur privé. Cet événement qui s'est déroulé le 9 décembre 2020 au Palais des Sports de Yaoundé a vu la mise à disposition dès le 10 décembre de 100 millions de francs CFA sur la plateforme du Youth Connect et d'un don de la Fondation Pouené pour financer les projets des jeunes. Aujourd'hui, vous avez vu avec joie, amour et allégresse, j'ai offert donc cette plateforme qui m'a coûté environ 150 000 €. Cette plateforme, instantanément, va interconnecter des millions de jeunes. Et cette plateforme de nanocrédit va effectivement ouvrir donc la porte à la jeunesse pour financer des petits startups. L'engagement des pouvoirs publics dans ce processus s'inscrit dans l'optique d'apporter des réponses aux préoccupations de la jeunesse dans un contexte dominé par l'augmentation du chômage, du sous-emploi, de la pandémie de Covid-19 et surtout les crises socio-économiques et sécuritaires dans certaines régions du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.